Donc bonjour, bienvenue. Bienvenue à vous, bienvenue à Camille, donc Camille Larbet qui a écrit donc voilà ce petit livre Berlin mis en scène qu'on peut trouver en bas dans le hall, qui a écrit aussi sur Marlène Dietrich. Mais là c'était Berlin en fait qui nous intéressait. Il y a cette programmation donc Berlin, portrait d'une ville qu'on a intitulé et qui est peut-être simplement parce que Berlin est une ville assez hallucinante, comme d'autres villes peuvent l'être, mais qui a vraiment, voilà, j'ai envie de dire, sa temporalité, son tempo, la ville elle-même déjà, et bien sûr cinématographiquement, puisqu'elle a été. Il y a beaucoup de films qui ont été tournés à Berlin, mais plus qu'un simple décor, je veux dire, c'est quasiment un personnage en fait dans l'utilisation que le cinéma a pu en faire. Et donc Camille en fait va nous proposer un petit parcours dans ce Berlin de cinéma. Et peut-être je te laisse la parole pour nous peut-être nous préciser un petit peu le parcours où on commence tout de suite. Ce sera euh, avec des extraits pour pouvoir s'appuyer sur les extraits et donc sur les différents moments historiques. Et bien sûr, voilà, comme d'habitude, je vous invite aussi à intervenir, à poser des questions, des réactions et à réagir quand vous le souhaitez, voilà, à tout moment. Camille, merci encore d'avoir accepté cette invitation un petit Merci à peu vous. au pied levé, hein, parce que voilà, tout est allé très très vite et du coup on l'avait pas annoncé dans notre programme papier. Tout ça s'est mis en place plus tardivement. Mm. Non, mais merci pour cette invitation. Alors, moi, je suis toujours très. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel de Berlin. Euh, Berlin, qui est une ville qui est une ville assez étonnante parce que euh, à première vue, elle n'a pas le chic de Paris, elle n'a pas le charme de Londres, elle n'a pas la classe je sais pas, de Venise. Elle est plate, du coup, il n'y a pas de relief, elle n'a pas les jolies rondeurs collinées de Lisbonne ou de Rome. Pourtant, c'est une ville qui attire et qui magnétise les visiteurs. Et quiconque qui est déjà allé a le souvenir, je pense, de ressentir quelque chose de fort et de vibrant dans cette ville. Alors, effectivement, c'est une ville qui a été beaucoup filmée. Moi, je suis tombé sur le chiffre de 1600 films, qui est assez démentiel, sachant que sur les 1600, il y a plusieurs centaines de films muets, de l'époque du muet, sachant que sur ces plusieurs centaines, il y en a au moins beaucoup, plus de la moitié qui ont été perdus. Donc, et sur les 1600, ça va des films où Berlin est un personnage central et sujet à la simple apparition. Pour ce voyage, donc, je voulais commencer par l'extrait d'un film récent qui est tiré de Ondine de Christian Petzold, qui est un réalisateur qui, à titre personnel, j'aime beaucoup. Donc, Christian Petzold, c'est un réalisateur qui a mis du temps avant d'arriver à Berlin. Ses précédents films se passaient surtout dans l'Allemagne de l'Est, en province. Il a fait un film qui se passait à Berlin qui s'appelait Fantôme, mais où c'était l'histoire d'une Française qui cherchait son enfant disparu dans le décor de la Potsdamer Platz, où c'est une place avec des immeubles tout de verre et de métal. Mais là, Berlin était juste un décor. Après, il y a eu Phoenix qui se passait aussi à Berlin, où ça se passait juste après la guerre, dans les ruines, où c'est une jeune femme, c'est une femme qui est rescapée des camps, qui retrouve son ancien amant, qui ne la reconnaît pas parce qu'elle a eu le visage reconstruit après l'expérience des camps. Mais avec Ondine, c'est le premier film où Berlin est vraiment le sujet du film. Ondine, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ondine, qui est historienne de la ville et qui est conférencière. Et je vous en dis pas plus, je lance l'extrait. Voilà. J'ai choisi cet extrait pour commencer parce qu'il y a plusieurs choses qui m'intéressent dedans. D'abord,
l'idée à travers qu'il faut plusieurs maquettes pour l'idée c'est presque impossible de saisir Berlin dans sa complétude, dans son entièreté. Il faut passer par des maquettes, et même il faut passer par plusieurs maquettes, et encore c'est pas possible parce qu'il y en a un bout qui manque, qui est parti. Donc ça m'intéressait, je trouve ça assez beau. J'aime bien l'idée aussi que avec le système de maquettes bicolores blanc et beige, ça illustre bien aussi l'idée que Berlin c'est un palimpseste, c'est comme ces parchemins dont on a réécrit par-dessus et par-dessus, et au final les couches s'empilent. Et l'extrait montre aussi, il parle du centre. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, parce que une des caractéristiques et des spécificités de Berlin, peut-être par rapport à d'autres villes, c'est la difficulté à définir son centre. Alors, et ça, pardon, du coup, cette question, excuse-moi de te couper, mais cette question du centre, parce que je me posais la question, c'est lié au mur, ou c'était déjà le cas même avant-guerre, enfin je veux dire, voilà, avant la chute de Berlin, c'était déjà le cas. Il n'y avait pas un véritable centre, mais il y a plusieurs quartiers où plusieurs centres se sont construits, se sont auto-désignés peut-être les uns face aux autres, les uns contre les autres. Alors il y a la fameuse Potsdamer Platz qui est ici, qui a été dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, lorsque Berlin explose démographiquement, qu'arrivent les voitures, les tramways, les piétons. C'était un carrefour central de la ville. C'était c'était grouillant. Sauf qu'après, quand il y aura le mur, c'est exactement là où le tracé du mur passera. Du coup, ce sera un endroit à mort, ce sera une friche. Si vous repensez si vous avez en tête Les Ailes du Désir, il y a des scènes où c'est un no man's land, où il y a les lapins, il y avait beaucoup de lapins dans cet endroit, parce qu'il n'y avait rien. Du coup, les lapins étaient tranquilles. Mais il y a aussi donc autre centre du temps du mur à Berlin-Est. Le centre, c'était l'Alexanderplatz avec la tour de télévision. Qu'on voit ici. Sauf qu'il y avait aussi un autre centre qui s'appelle Mitte, qui veut dire en allemand milieu, centre, et donc qui prétend aussi être le cœur historique de la ville. Mais oui. Mais ça pourrait être aussi un autre centre, ça pourrait être la porte de Brandebourg, avec le Reichstag et le début de l'Unter den Linden, qui est un peu l'équivalent des Champs-Élysées. Bref, c'est un peu une ambiguïté, dans le sens où Berlin était la ville centrale pendant un siècle, mais elle-même n'avait pas de centre. Et, voilà. Autre chose qui m'intéresse dans cet extrait, et pourquoi j'ai voulu le montrer, c'est que donc le film reprend l'histoire, la légende d'Ondine. Donc Ondine, c'était la fille du roi Ondin, le roi des eaux et des rivières. Et donc la princesse Ondine décide de venir sur Terre, tombe amoureuse d'un jeune homme, sauf que le jeune homme lui est infidèle. Et puis bon, j'en dirai pas plus pour laisser la surprise de l'histoire. Et ce que je trouve très beau avec ce film, c'est que Christian Petzold, réalisateur, à travers cette histoire d'Ondine, offre à Berlin un mythe. Parce que jusque-là, Berlin n'en avait pas. Berlin, c'était une ville c'était un comptoir marchand, comme l'expliquait, qui était construit sur des marécages qui ont été asséchés. Et autant Rome a été fondée, Rome a sa louve, sa fondation mythique. Athènes a été fondée par une querelle entre Athéna et Poséidon. Lisbonne a été fondée par Ulysse. Marseille a été fondée par mariage légendaire entre un marin phocéen et une fille du coin. Et Berlin n'avait rien. Et là, avec ce film, enfin, Berlin a son propre mythe, et je trouve ça très beau. Qui arrive tard, mais mieux vaut tard que jamais. Ouais. Et maintenant, j'ai envie de dire, et maintenant, peut-être maintenant que la ville a son mythe, maintenant qu'on a pu un petit peu voir, essayer de se déplacer un petit peu dans cette ville, est-ce que on peut revenir en arrière et j'ai envie de dire commencer par un autre mythe
une histoire de frères qui ont inventé le cinématographe Voilà. et qui s'appelle pas Lumière. Et non. Et alors d'un mythe à l'autre, on a tous en tête, on a tous appris, ou on nous a tous appris que le cinéma a été inventé en France. Un soir de 28 décembre 1895, lors d'une séance quelle salle c'était? L'hôtel, j'ai plus en nom le. Et en fait, en réalité, 2 mois avant cette fameuse séance en France, le 1er octobre, à Berlin, il y avait déjà eu une séance payante, ouverte au public, où on a présenté 9 petites bobines de films. Donc je vous en ai sélectionné 4. Et donc voici ce que pouvaient voir les Berlinois un soir de 1895. Voilà, alors il y avait aussi, alors je l'ai enlevé, mais il y avait aussi un kangourou, un type qui boxe un kangourou, et apparemment c'est un motif qui amusait beaucoup le public à l'époque, puisque la première séance de cinéma en Angleterre, qui a été quelques mois plus tard, il y avait aussi un kangourou boxeur. Voilà. Moi, je trouve ça toujours très émouvant de revoir encore les premières images les premières images qui ont été rétro-projetées sur un écran. Et du coup après, mais ils ont fait aussi ils ont donné aussi des prises de vue de Berlin, Ouais, de oui. la ville. Oui. Il y a eu aussi tout ce Oui. tout ce travail-là comme. Ouais, j'ai quelques photographes à montrer. Juste, je voulais profiter de cette rencontre pour les citer, pour rendre hommage, parce que l'historiographie française a été assez injuste avec eux. Parce que, souvent dans les encyclopédies, dans les dictionnaires d'histoire du cinéma, ils sont un peu oubliés. Alors moi je soupçonne que c'est un chauvinisme mal placé de la part des Français qui sont bien contents de faire venir le cinéma chez eux. Mais voilà, il faut savoir que le cinéma a 2 berceaux, un en France, un en Allemagne, et qu'il fallait au moins être deux membres de la même famille pour l'inventer dans les 2 cas. Je pense que pourquoi ils ont été aussi un peu oubliés, ils ont pas connu, c'est qu'en fait c'était plus des inventeurs que des entrepreneurs, alors que les frères Lumière étaient avant tout des entrepreneurs, que pour eux le cinéma c'était avant tout un moyen de se faire de l'argent plus qu'un moyen d'expression artistique. Et les frères Sklanowski ont rapidement revendu leur invention, et ils sont tombés un peu dans l'oubli. Wim Wenders a fait un film qui leur rend hommage, qui s'appelle Les Lumières de Berlin, où il recrée un peu l'invention de leur appareil qui s'appelait le bioscope. Et donc les frères Sklanowski, ils ont filmé Berlin lors de petits films dont il reste quelques images de la qualité qu'on a. Donc ils ont filmé par exemple une parade, ils ont filmé La relève de la garde, et ces films ils s'inscrivent dans un courant de films qui s'appelait les Kulturfilms, qui étaient des petits films à visée éducative, pédagogique, qui étaient projetés soit dans les facultés, soit avant les longs métrages. Et ils avaient deux objectifs, et ils répondaient à deux impératifs. Ils servaient d'abord à illustrer un peu les changements de la ville, parce qu'il faut savoir qu'entre 1880 et 1910, Berlin double de population. Elle passe de 1 million d'habitants à 2 millions d'habitants. Et donc ces petits films, ils servent à montrer voilà, tout d'un coup l'essor de la population, les rues bondées, le balai des tramways, les automobiles, les parcs d'attractions. Et surtout, ils servent aussi à asseoir Berlin comme capitale d'un empire assez frais, assez neuf, parce qu'il faut savoir que l'empire allemand, il date que de 1871. Donc à ce moment-là, l'État a besoin de légitimer, et ces petits films permettent d'ancrer Berlin comme socle, comme capitale de cet empire. Du coup, pardon, juste pour revenir sur eux là, donc, enfin, ils étaient inventeurs, mais ils n'étaient pas du tout dans le domaine de la photographie ou autre. Je sais pas comment ils se sont intéressés du coup pour créer le bioscope, et puis ensuite partir faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs, même après, en suivant. Ils ont pas senti
ou l'intérêt qu'il pouvait y avoir, ou de le développer même pour eux-mêmes. Non, 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 je non. sais pas. Ils ont rapidement revendu leur invention. Ils ont fait quelques petits films, mais ils ont été complètement oubliés. Ils ont fait autre chose, quoi. Après, c'est d'autres. Ceux qui ont récupéré, qui ont racheté l'invention, qui sont après occupés la faire fructifier. Voilà. Et du coup, on avance dans le temps. Ouais, on avance dans le temps. On est en 1920. Alors en 1920, il se passe quelque chose d'assez important pour Berlin. C'est l'année où... pardon. Mauvais, hop. Alors non, j'ai juste un autre petit film de ces culture film à vous montrer. Un extrait qui est assez joli parce que il a été restauré, colorisé, numérisé, l'image a été stabilisée, retravaillée avec les technologies d'aujourd'hui, qui correspond à, en tout, ça fait 9 fois Toulouse, la commune de Toulouse, ou deux fois deux Toulouse Métropole, pour parler en Toulouse Métropole. Sachant que sur toute cette zone, c'est pas que de la ville évidemment, la moitié voire plus, c'est des forêts, des lacs et des rivières. Donc la nature est présente, mais Berlin devient l'exemple, l'incarnation européenne voire même mondiale de la métropole. Et forcément, les arts vont interroger cette entité. Je fais juste un petit détour par la peinture, où déjà en 1916, Georges Grosz, le peintre, fait cette toile qui s'appelle Métropolis, où, sans se lancer dans une analyse poussée, on voit déjà bien que la ville inquiète les artistes. Ici, on voit un tramway, population, voitures se mélangent, se confondent. La mort ici est là avec son corbillard. Les silhouettes se confondent, se mélangent, mais aussi la ville, c'est aussi un espace où on peut tracer des lignes de fuite, c'est un espace géographique. Et donc évidemment, le cinéma va aussi s'interroger. J'ai noté une phrase du critique français Louis Deluc qui exhortait en 1920 les cinéastes à sortir du studio. Il disait, alors je la cite, il disait notez la rue, les métros, les tramways, les boutiques sont pleins de 1000 drames, de 1000 comédies originales et fort à défier votre talent, gens de talent. Alors bon, je pense pas que les cinéastes allemands lisaient Louis Deluc, mais toujours est-il que le message est passé parce que il y a de nombreux films qui vont être tournés dans la rue qu'on va appeler les Strassenfilms, les films de rue. Donc, et l'un d'eux, dont je voulais vous montrer un extrait, est le bien nommé La Rue, qui date de 1923. Ouais, moi, ce que je trouve très beau dans ce début de film, c'est la rue et la ville et la rue est tellement puissante qu'en fait elle s'invite même jusque dans l'appartement de cet homme qui était tranquillement en train de faire sa sieste pendant que sa femme prépare à manger dans la cuisine, et au-dessus de lui, sur le plafond, la rue se réverbère, des silhouettes apparaissent, et telle une sirène l'appelle, et il ne résiste pas et sort dans cette rue, ou dans cette ville qui provoque un peu une hyperstimulation des sens. On voit un clown qui rigole, qui pleure. On voit une jeune femme qui incarne le désir. Souvent ces Strassenfilms, ces films de rue, ils fonctionnent un peu toujours sur le même motif. C'est une jeune personne, un jeune homme ou une jeune femme, souvent naïf ou venant de province, de la région de la campagne, donc souvent les deux, viennent en ville et se font pervertir par la ville, comme dans l'aurore de Murnau. Et donc dans de nombreux films, la ville est quelque chose de négatif, quoi, qui pervertit. On est aussi là, il faut rappeler que l'époque, c'est la République de Weimar, qui est quand même aussi une époque un peu particulière. Peut-être si tu peux nous dire un petit peu, voilà, quelques mots aussi, quoi, qui est de cette époque d'après-guerre, et où forcément Berlin est une ville très très
très très importante, presque, je sais pas si on peut faire ce parallèle-là, mais presque comme le Berlin des années 90, après la chute, qui devient très vite aussi une ville de bouillonnement culturel où on vient d'endroits complètement différents. Il y a ce côté bohème, c'est très très créatif en fait. Le Berlin d'après la chute du mur est une ville où tous les artistes en fait allaient se retrouver, que ce soit des artistes, des musiciens, tout le côté, toute la scène électro, etc. Et c'est un peu ce qu'était aussi Weimar, ce qu'a été Weimar après-guerre, qui était aussi voilà, un lieu vraiment de bouillonnement, des cabarets, le théâtre, oui, le cinéma, voilà, c'est quand même... et tout ça, on peut dire que, parce qu'après on va parler bien sûr des années 30, mais juste pour faire le prolongement, tout ce bouillonnement culturel des années 20, principalement à Berlin, et quand on parle du cinéma, c'est toute la diaspora Mitteleuropa qui va ensuite aller aux États-Unis et qui va travailler notamment à Hollywood et qui va amener son savoir-faire aussi, et qui vient quelque part qui vient de là, non ? Oui. Berlin, à l'époque, elle est surnommée la Chicago de la Spree. La Spree, c'est le fleuve qui la traverse, pour dire en fait qu'il n'y a aucune autre ville auquel on peut comparer Berlin à l'époque. En Europe, le seul point de comparaison, il faut aller chercher aux États-Unis, c'est Chicago. Donc effectivement, oui, c'est une ville qui est en ébullition. Il y a une ébullition artistique. Il y a le théâtre de Max Reinhardt. C'est une des villes qui a la plus forte concentration de salles de théâtre d'Europe, de cabarets aussi, de cinéma. Il y a énormément d'écrans de cinéma. Les studios de cinéma fonctionnent à plein régime. Berlin fournit 90% de la production cinématographique de l'Allemagne. Donc en fait, 9 films sur 10 sont faits et réalisés à Berlin. Donc effectivement, la ville, elle impose une dynamique, une musique que va essayer de capter les cinéastes. Alors le film le plus connu, c'est Berlin Symphonie d'une grande ville. Alors j'en ai choisi un autre, un extrait d'une minute. C'est le début de L'Asphalte de Joe May, qui a été fait en 1929. Joe May, il est un peu oublié, c'est le réalisateur. On lui doit un film qui s'appelle Tragédie de l'amour, qui a la particularité d'avoir été un des derniers films de Marlène Dietrich avant qu'elle soit révélée par l'Ange Bleu. Donc ce film, ça s'appelle L'Asphalte. Ça raconte l'histoire d'amour entre un policier qui arrête une jeune voleuse. Et donc ça se passe il va devoir se compromettre pour cette jeune voleuse. Et donc voici le début du film. C'est vraiment l'exemple du Strasse-film dont tu parlais. Hein. Ouais, voilà, de ces films symphonies aussi qui tentent de capter la musique. Ouais. De la ville, qui essaie de rendre sur l'écran par le montage, par des superpositions, par des effets de style, la musique, le rythme de la ville. Voilà, bon, l'enchaînement entre les plans de la ville et le raccord sur un oiseau en cage, je pense que c'est quand même assez éloquent, qui montre que la ville cloisonne et enferme. J'avance un peu là, à la fin des années 20 à 30, il y a une vague de films qui par contre vont pas tant chercher à saisir le rythme effréné de la ville, mais plutôt à voir les conséquences de cette modernité sur la population, et surtout à filmer la pauvreté de manière frontale. Il va y avoir une succession de films, de films sociaux, un cinéma prolétarien berlinois. Donc j'ai sélectionné quelques affiches. Donc ça, c'est L'Enfer des pauvres, donc de 1929, qui a été tourné dans le quartier ouvrier de Wedding. Et dans ce film, en fait, c'est assez terrible, parce que soit la seule solution pour s'en sortir pour cette famille, c'est soit le militantisme, soit le suicide. Donc ça a été tourné avec des comédiens amateurs, et les intertitres sont en dialecte berlinois.
Il y a Les Déshérités, où ça va suivre l'histoire d'un homme en fait, qui sort de prison, qui est injustement enfermé et qui sort de prison, qui va essayer de s'en sortir, qui veut une deuxième chance et la ville ne va pas ne va pas lui permettre malgré ses meilleures volontés. Bon, on est un peu, on retrouve le même motif que Berlin-Alexanderplatz de Dublin. Ouais. On a les Illégitimes, si on pourrait traduire le titre, qui raconte l'histoire malheureuse de 3 enfants, d'enfants d'ouvriers qui vont être placés dans une famille et ils vont être maltraités. Et on a ce film un peu plus connu qui s'appelle Ventre glacé de 1932. C'est du bulgare, c'est le cinéaste bulgare Zlatan Dudov, d'après un scénario de Bertolt Brecht. Et ça raconte, ça se passe dans un campement de chômeurs près de Muggelsee. Et c'est un film qui va être interdit dès que les nazis vont arriver au pouvoir, parce que ça montre un portrait trop cruel, en fait, trop véridique de la pauvreté. Et donc ça me permet de faire la transition avec l'arrivée des nazis qui vont peu à peu, au cours des années 30, mettre la main et s'accaparer l'entièreté de l'appareil de production cinématographique de Berlin et d'Allemagne. Et les nazis vont avoir un rapport assez ambigu avec Berlin, parce que d'un côté, pour eux, Berlin, ça représente tout ce qu'ils détestent. Pour eux, Berlin, c'est le libéralisme, le judaïsme, la démocratie, c'est un bouillonnement culturel, c'est le communisme, c'est l'internationalisme, c'est tout ce qu'ils détestent. C'est une ville aussi plutôt communiste. Voilà. Et surtout, c'est une ville rouge, c'est une ville communiste, c'est une ville où le parti national nazi a beaucoup de mal à s'implanter, parce que les communistes sont très très présents. Mais d'un autre côté, ils savent que ils pourront pas avoir un empire sans capitale, et cette capitale, ça ne pourrait être que Berlin. Hitler, il bave d'envie devant Paris, il rêve d'avoir son Paris à lui, et donc il a pour projet de nettoyer Berlin et d'en faire la capitale de son empire, qui doit durer 1000 ans ou 3000 ans, je crois. 1000. Et donc il va commencer à se lancer dans les grands projets de construction. Alors il en reste pas beaucoup, il n'a pas eu le temps de faire grand chose. Qui nous soit parvenu, c'est ce fameux bâtiment qui est le ministère de l'armée de l'air du Reich, qui est encore debout, qui a résisté au bombardement. Et ça, c'est des photogrammes tirés de l'opération Valkyrie, le film avec Tom Cruise qui retrace l'attentat manqué de von Stauffenberg sur Hitler. Donc ça, c'est ce bâtiment qui était fait en 1933 et qui était à l'époque le plus grand bâtiment d'Allemagne. Et alors, Hitler, il avait un rêve pour Berlin, ça s'appelait Germania, c'était le nouveau nom que devait prendre la ville. Donc il en reste rien, en fait, à part des maquettes qu'on peut voir dans le téléfilm qui s'appelle Speer, l'architecte du diable. Donc Speer, interprété ici par Sebastian Koch, l'acteur que vous avez peut-être aperçu dans La vie des autres, et donc qui présente dans cette scène du téléfilm à Hitler la Berlin du futur, donc avec ce dôme gigantesque qui devait faire 290 mètres. C'est à peu près la taille de la tour Eiffel sans l'antenne. Donc je vous laisse imaginer la hauteur du bâtiment. Puis on se demande aussi encore comment il aurait pu tenir debout. Et donc les nazis vont utiliser aussi le cinéma pour proposer pour modeler une Berlin selon leur desiderata. Et du coup, voilà, à quoi ressemble le Berlin on va dire dans le cinéma, cinéma nazi. Alors, parce que du coup là, on l'a laissé un Berlin
un Berlin bouillonnant, grouillant, mais aussi un Berlin touché par la misère, la pauvreté, l'hyperinflation. L'hyperinflation, exactement, la crise, après la crise de 29, ouais. toutes les répercussions qu'il y a pu y avoir, mais qui restait quand même populaire. Ouais. Du coup, là, ça va donner quoi? Alors, ça va donner cet extrait de film de 1942 qui s'appelle c'est Zwei in der großen Staaten. Alors ça n'était pas traduit littéralement, c'est deux dans la grande ville. Donc ça raconte la romance sur une journée entre un jeune et beau officier de la Wehrmacht qui est en permission pour un jour à Berlin et qui va tomber amoureux d'une jeune et jolie infirmière de la Croix-Rouge. Et va s'en suivre une série de quiproquos pendant tout le film. Et donc voici deux extraits que j'ai montés du film et qui montrent un peu comment les nazis souhaitent Berlin. Je trouve que l'actrice ressemble beaucoup à Marlène Dietrich, comme ils n'ont pas pu avoir Dietrich, parce qu'elle refusait de tourner pour les nazis, donc elle s'était exilée à Hollywood. Les Allemands ont cherché une simili Dietrich. On a quand même, c'est une belle transparence. Oui. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans la rue comme on a pu voir avant. C'est voilà, la rue filmée, mais quand même, voilà, on est en studio et tout est en transparence. Oui, alors moi ce que je trouve intéressant, c'est que le film Berlin Symphonie d'une grande ville se terminait justement sur un plan de cette fameuse tour de radio, Funkturm, espèce de tour un peu aux lignes eiffeliennes, tout en métal qui monte comme ça. Et à la fin du film Berlin Symphonie d'une grande ville, cette tour, elle symbolise la modernité, parce que par un petit effet spécial, on la voit émettre. Ils ont rajouté sur la pellicule des petites ondes pour montrer qu'elle émet. Et là, voilà, exactement. Et là, par contre, dans ce film, c'est un lieu romantique avec un restaurant où depuis d'où on voit toute la ville. Et puis la ville, elle est calme. Il n'y a pas beaucoup c'est juste une calèche qui avance tranquillement dans une rue presque vide, dans une avenue presque vide. Et même l'officier de la Wehrmacht dit ce fameux rythme berlinois qu'on disait finalement c'est assez paisible quoi. Donc voilà la Berlin idéalisée par les nazis, une Berlin pacifiée calme où l'amour peut advenir sans problème quoi. Une ville déserte, j'ai envie de dire, c'est tout à fait dans la logique nazie. Il n'y a personne, il n'y a pas une tête qui dépasse. Pardon. Non, mais on peut encore avancer. Donc, est-ce qu'on peut du coup parler de après la chute et enfin, je sais pas si du coup tu voulais revenir sur d'autres films de cette période-là. Je voulais revenir sur après 45. Après 45, ouais, voilà, j'allais dire sur les parce que tout à l'heure tu parlais du Strauss film et en fait après 45 on va voir le Trümmer film et j'ai envie de dire presque Berlin en fait crée des genres cinématographiques en fait. Il y a de véritables genres cinématographiques qui sont propres au cinéma allemand, mais plus que même le cinéma allemand, qui sont vraiment propres à la ville. Propres à la ville en fait. C'est la ville qui crée quelque part des genres cinématographiques. Donc on a vu le film de rue et maintenant un autre genre. Alors toutes les villes ne peuvent pas se targuer de créer leur propre genre cinématographique. Donc après, peut-être que toutes les villes n'ont pas eu non plus l'histoire de Berlin. Toutes les villes ont pas subi les mêmes sévices que Berlin. Effectivement. De 45 à 46 à 50, pendant 4 ans, va y avoir un genre de film assez étonnant qui va se passer, qu'on appelle le Trümmer film. Trümmer, ça veut dire ruine en allemand. C'est les films de ruine. C'était des films qui ont été tournés in situ dans le Berlin ravagé de l'après-guerre, parce que Berlin a été détruit de moitié par les bombes. Pendant des années, c'était un amoncellement de ruines à chaque coin de rue. Et des films allemands, mais aussi des films occidentaux, en ont profité pour tourner. Donc le plus connu de ces films, c'est Allemagne année zéro, qui passe qui est programmé dans le cadre de cette rétrospective de Berlin au cinéma. Mais moi j'ai voulu choisir un film beaucoup moins connu, un film américain qui s'appelle The Big Lift, La ville écartelée, avec Montgomery Clift, qui montre justement, qui a été tourné... qui fait valeur de documentaire, tellement ça montre le quotidien de ces Berlinois qui vivent au milieu des ruines. C'est souvent des films assez terribles.
Et même maintenant, par exemple, quand Steven Soderbergh va faire The Good German, où c'est George Clooney qui arrive à Berlin, dans le Berlin d'après-guerre, on va parler de néo-Trümmer film. Donc c'est vraiment un genre identifié, le film de ruine à Berlin. Et du coup, est-ce que je veux dire, comment le cinéma allemand lui se positionne par rapport disons à ce genre film de décombres, dans le sens où on peut imaginer que des cinéastes non allemands aillent chercher quelque chose justement à Berlin, que ce soit dans le cinéma américain ou que ce soit Rossellini. Rossellini, c'est finalement quand il va sur les ruines quand il va tourner dans les ruines de Berlin, c'est déjà en fait c'est déjà la question de l'Europe quelque part. C'est déjà, enfin, Europe 51 qui va arriver. C'est cette question plus généralement en fait de l'Europe, quoi, qui commence sur on va dire, qui commence sur les ruines. Et du coup, comment le cinéma allemand, lui, il se positionne? Est-ce que c'est de toute façon parce que si on veut tourner à Berlin, on ne peut pas faire autrement que de tourner dans les ruines parce que tout est en ruine et que donc il faut bien faire avec? Est-ce qu'on est dans un comment dire, dans un désir de témoignage, ou est-ce que c'est voilà, vraiment un genre au-delà même du décor que les ruines proposent, c'est-à-dire un genre, comme tout à l'heure tu parlais du Strasse-film, où il y avait des codes, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient de la campagne, qui va arriver donc à la ville qui brille, etc., mais qui peut être aussi un lieu de perdition. Oui. Tu vois comment, Ouais, ouais. comment le cinéma allemand se... Alors souvent dans les films allemands de ce genre-là, il y a toujours l'idée que le nazisme est encore là, que malgré les ruines, malgré les décombres, malgré les fins de la guerre, le fascisme et le nazisme restent tapis dans l'ombre. Donc l'exemple le plus connu, c'est ce film qui s'appelle Les assassins sont parmi nous, qui suit un homme qui rentre de guerre. film est-allemand. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que c'était une période où en fait Berlin était tenu par les femmes, vu que les hommes étaient soit encore pas encore rentrés, soit dans les camps de prisonniers. Donc ces femmes berlinoises, elles étaient surnommées les Trümmerfrau, les femmes des ruines, parce que c'est elles qui pendant des mois et des mois et des mois déblayaient toutes seules cette ville et tenaient la ville, quoi. Et donc, dans ce film, Les assassins sont parmi nous, un beau film en noir et blanc. On suit un homme qui rentre de la guerre et qui va retrouver un ancien tortionnaire de camp. Et donc, voilà, dans ces films, il y a toujours l'idée que le mal reste tapis et que le nazisme n'a pas été balayé, quoi. C'est-à-dire dans un but de dénazification, de dénoncer, enfin presque, enfin Oui, voilà, oui, il y a une forme de, oui. pour comment c'est Stott, c'est ça, hein, qui a fait Wolfgang Stott. Ouais. Et là on est là c'est en plus, enfin c'est un film est-allemand, Oui. donc il y a déjà peut-être une autre idéologie que si on est du côté occidental de Berlin, qui même si le mur est pas encore monté, hein, à ce moment-là. Non, c'est en 61, mais en fait rapidement dès que Berlin va être polarisé entre deux pôles est et ouest, rapidement le cinéma aussi va choisir son camp, en fait, va devoir être Berlin va se mettre à devenir un centre d'attraction pour les films, et notamment avec, je pense aux films d'espionnage, où dès que le mur est en place, dans les années 60, va y avoir une série de films d'espionnage occidentaux. Alors j'ai récupéré voici quelques exemples d'affiches. Alors ça, c'est juste entre 65 et 67, il y en a déjà 6. Donc ce film Omnibus, dont un segment se passe à Berlin, le fameux Rideau déchiré d'Alfred Hitchcock qui se passe à Berlin-Est, mais qui évidemment a été refait en studio parce qu'il ne pouvait pas filmer. Le rapport qui est avec sur l'affiche la porte de Brandebourg, où donc Berlin est un élément visuel d'appel pour le spectateur.
On a le fameux L'espion qui venait du froid, avec cette scène d'ouverture en noir et blanc mémorable où un homme passe le Checkpoint Charlie. Mais bon, Checkpoint Charlie qui a été recréé en studio en Irlande. On a là encore sur ce film la porte de Brandebourg. Là sur Funérailles à Berlin avec Michael Caine. Alors c'est pas un film d'espionnage, mais c'est tout comme en fait c'est Michael Caine qui affronte une société secrète d'anciens nazis. Donc on attend encore l'idée que le nazisme est là rampant. On a sur l'affiche le fameux pont de Glinick, le fameux pont des espions, où s'échangeaient où Russes et Occidentaux s'échangeaient des espions et qui a été après mis en scène par Spielberg dans son film le pont des espions. Qui est un pont qui est pas très loin de Babelsberg. Si je me rappelle bien, ouais. Hein, c'est un peu, c'est sur oui, il est assez décentré, ouais. C'est décentré, quoi. C'est pas du tout dans Berlin. C'est vraiment dans la campagne. Et donc c'est c'est l'Allemagne de l'Est. C'était l'époque encore, c'était la RDA en fait, hein, sur ce coin-là. Et c'est pas très très loin de Babelsberg, qui étaient les studios de la UFA avant guerre et de la DEFA après. Oui, parce que du coup, il faut imaginer que Berlin, si Berlin a cette forme de rectangulaire, en bas, donc par rapport à vous, en bas à gauche, il y a une ville qui s'appelle Potsdam, qui est un peu l'équivalent de Versailles pour Berlin en fait. C'est l'ancienne cité, c'est là où il y a un beau château, c'est là où les empereurs allaient se reposer, quitter la folie de Berlin pour se reposer. Et à Potsdam, il y a les fameux studios de Babelsberg, qui sont les studios emblématiques de l'Allemagne, et donc qui sont tombés, qui étaient côté Allemagne de l'Est. Du coup, c'est l'Allemagne de l'Est qui a récupéré tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que même quand le mur est tombé, Berlin est encore une ville de films d'espions. Je pense qu'en fait, il y avait un auteur qui disait que Berlin, elle a été le siècle, elle a incarné le siècle, le XXe siècle. C'est la ville qui a incarné le XXe siècle. Et finalement, même après la fin du mur, même après la réunification, Berlin reste prisonnière, mais bon, je pense que dans l'imaginaire cinématographique et dans l'imaginaire collectif, ça reste une ville d'espions. Et depuis les années 2000, régulièrement, on a une flopée de films d'espionnage qui se passent à Berlin. Donc, par exemple, La mort dans la peau, où Jason Bourne, Matt Damon, doit échapper à une filature à Alexanderplatz. Il va se servir de la foule pour échapper à ses poursuivants. On a The Berlin File, un film d'espionnage sud-coréen, donc, qui se passe à Berlin, avec ce plan qui fait penser aux infiltrés, où un homme braque un autre sur les toits avec en fond le Reichstag et la porte de Brandebourg. On a le film Agents très spéciaux de 2015, où dans ce film un peu loufoque, on peut s'enfuir, quitter le secteur Est en traversant le mur, par-dessus le mur, grâce à une tyrolienne improvisée. Il y a ce film qui s'appelle Anna, où une jeune fille se promène dans un parc d'attractions abandonné qui existe vraiment, qui s'appelle le Spreepark, où on retrouve encore ces grandes sculptures de dinosaures démembrés. C'était à l'Est. C'était à l'Est, oui. Et on a aussi récemment Atomic Blonde, qui se passe quelques semaines avant la chute du mur, où on est dans un Berlin métallique, froid, où on a le droit à tous les images d'Épinal avec le mur, la neige, les postes d'observation, et une foule prête en ébullition, prête à faire tomber le mur, quoi. Et je voulais juste montrer un rapide extrait de la comédie d'espionnage Casino Royale, qui est une parodie de James Bond, qui montre de manière parodique comment finalement l'Ouest considérait l'Est. Ouais. Voilà, bon, le curseur est poussé à fond, mais en fait, je trouve ça, c'est représentatif. Voilà, dans ces films d'espionnage des années 60, Berlin-Est, c'est un milieu, c'est une ville hostile, froide. Les gens sont tristes. On n'est pas très loin de Casino Royale, quoi.
Est-ce que, parce que là, du coup, c'est Berlin à travers les films d'espionnage, mais qui viennent de l'Occident. L'Occident. Berlin, le mur, par exemple, le mur dans le cinéma, dans le cinéma est-allemand. Comment il est, parce que sachant qu'en plus c'est la RDA qui a monté le mur. Oui. Comment il est traité cinématographiquement du coup quel il est est absent, le... il est absent et puis il est surtout absent. déjà il s'appelle pas le mur du côté de l'Allemagne de l'Est, il s'appelle son nom officiel c'est la barrière antifasciste. Donc non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment Berlin est filmé dans le cinéma est-allemand et on est bien loin des représentations caricaturales, stéréotypées qu'on a vues là. Et donc je vais juste montrer un extrait d'une minute d'un film qui a été un succès à l'époque, qui a fait plusieurs millions d'entrées lors de sa sortie, qui s'appelle La légende de Paul et Paula, qui raconte l'histoire d'amour entre Paula, une jeune femme assez délurée, et Paul, un homme marié, mais bon, qui est cocu parce que sa femme le trompe, qui est lui un peu plus sérieux et un peu plus strict, assez rigide. Et malgré leurs différences de caractère, ils vont tomber éperdument amoureux. Et donc je montrais cet extrait parce que leur logement respectif est représentatif et veut dire quelque chose à l'écran. Paula, la jeune femme un peu délurée, habite dans ces vieux immeubles et Paul habite dans les nouveaux ensembles. Et en fait, ce que le film montre, c'est que y a bien plus de vie dans les vieux immeubles que dans ces nouveaux HLM que la RDA est en train de construire. Donc le propos du réalisateur, c'est que malgré la modernité qu'aimerait imposer le régime, malgré ce nouveau Berlin, ce nouveau visage que la RDA veut donner à Berlin, la ville, le sel de la vie est dans les vieilles maisons. Ce qui est intéressant à travers ce que le film nous montre, c'est que finalement les réalisateurs est-allemands, ils avaient quand même une marge de manœuvre pour proposer un discours qui allait à l'encontre du régime. À partir du moment où ils ne s'attaquaient pas ou dénonçaient pas frontalement ou directement le régime, ils pouvaient quand même malgré tout critiquer certains aspects du pouvoir. Par exemple, ce film n'a pas été censuré et ça a été un carton en salle, quoi. Du coup, c'est les immeubles, les fameux immeubles qu'on a vus tout à l'heure Oui. dans la maquette dont Oui. il était question dans Ondine, Oui. en fait, Oui. le projet est-allemand. Ouais. Et alors, il y a un autre extrait que je voulais vous montrer. Alors là, on est en 74 et il faut que vous imaginiez que vous êtes des Berlinois de l'Est et que on est samedi après-midi et que on est en discothèque. Et on est en discothèque, on danse sur du Elton John, sur du ABBA, sur des tubes de l'Ouest, parce qu'en fait, il s'avère qu'on avait le droit de passer de la musique occidentale. Il y avait une loi qui disait que c'était 60% de musique occidentale, 40% de musique est-allemande, mais pas trop de musique de l'Allemagne de l'Ouest. Ça pouvait être des tubes de Suède, d'Europe ou de... Musique capitaliste, voilà, mais pas allemande. Mais voilà, c'est peut-être une question de chauvinisme. Et donc, vous êtes en train de siroter une bière ou une gorgée de Vita Cola. Le Vita Cola, c'était le coca de l'Allemagne de l'Est. Et entre deux morceaux, dans les 4000 discothèques qu'il y avait en Allemagne, il y a des petites vidéos qui sont tournées par la DEFA, c'est le studio phare est-allemand qui a été construit sur les ruines de la UFA, qui était le grand studio des années 20-30. Et c'est des petits films qui ont pour vertu, pour éduquer un peu les jeunes, quoi, le public. Et il y en a un, justement, qui est consacré à Berlin, et que je trouve très bien et que je voulais vous montrer. Et donc je vais le mettre il a des sous-titres. Donc ça, c'est des films de boîte. C'est des films de boîte, ça s'appelle les DEFA Film Disco. Voilà, il y a une série, il y a vraiment une série, et donc c'est des petits films qui étaient censés faire la promotion de villes ou d'aspects, et donc voici celui pour Berlin. Voilà. Alors, ce que je trouve formidable avec ce petit film, c'est que
certes, il sert à vanter, Le côté culture Berlin. film qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, hein. ça montre une Berlin presque idéalisée, mais bon, au moins ça a le mérite de montrer une autre facette de la ville, une facette vivante de la ville qu'on ne voyait jamais dans les films de l'Ouest, les films occidentaux d'espionnage, où à chaque fois il y a une vision angoissée, inquiète de la ville. Mais d'un autre côté, même si c'est un petit film promotionnel et carte postale, d'un autre côté, on voit que la population, il nous montre, le réalisateur, il montre le camelot, il montre un type un peu rugueux qui a pas ce que cherche le client. Et là, il explique avec ce plan du train, il dit voilà, ça c'est notre Schwebebahn. Le Schwebebahn, c'est le fameux monorail suspendu de Wuppertal qu'on peut voir dans le film de Wim Wenders, Alice dans les villes. Qui est un peu une attraction, quoi. Et là il dit voilà, c'est notre train suspendu, sauf que le nôtre il n'est pas suspendu. On retrouve cette fameuse les Berlinois sont réputés pour leur ironie et leur capacité à se moquer d'eux-mêmes. Apparemment c'est quelque chose qui est typique de la ville, hein. Ils sont très ironiques, et là on retrouve ça dans ce film. Et même si c'est un film qui est commandé, qui est piloté par le pouvoir, ça n'empêche pas qu'il y a un certain second degré et qu'ils arrivent à rire d'eux-mêmes. Oui. J'avance un peu. Alors, je voulais juste toucher un mot en fait et programmer dans cette programmation le fameux film de Wim Wenders, Les ailes du désir. Je voulais juste dire qu'il y a eu, à mon sens, un peu un rendez-vous manqué entre le nouveau cinéma allemand et Berlin. Le nouveau cinéma allemand, c'est cette vague de nouveaux auteurs qui sont apparus dans les années 70, dont les plus connus sont Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Fassbinder, Herzog. Pour la faire rapidement, les Américains, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont profité, au prétexte que le cinéma travaillait était sous la férule nazie, ils en ont profité pour démantibuler tout l'appareil de production cinématographique allemand, pour pouvoir mieux arroser toute l'Allemagne de l'Ouest de leur production américaine. À cause de ça, le cinéma allemand a mis beaucoup de temps avant de s'en remettre et avant de pouvoir reproposer un cinéma de qualité. Il a fallu presque attendre les années 70 pour qu'en Allemagne, il y ait de nouveau des écoles de cinéma, des filières de cinéma à la fac, des ciné-clubs qui se créent, des salles qui se remontent pour pouvoir faire émerger une nouvelle vague d'auteurs. Entre-temps, il y avait des films, mais c'était pas des films de grande qualité, c'était plutôt des films policiers bavarois ou le Heimatfilm, des films d'époque assez inoffensifs. Dans les années 70 apparaît cette vague de jeunes réalisateurs, mais qui n'ont pas grand-chose en commun, à part le fait qu'ils soient jeunes et qui proposent des films qu'on voit dans les festivals. Mais bon, le problème, si on reprend les quatre figures de proue, Volker Schlöndorff, Berlin, ça n'intéresse pas trop. Lui, c'est plutôt les adaptations de textes. Il va filmer une fois à Berlin, il va filmer Le Tambour, mais c'est pour recréer une ville de Danzig. C'est pas pour Berlin. Werner Herzog, lui, la ville, ça l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est aller au fin fond de l'Amazonie avec Klaus Kinski et faire des films complètement mystiques et extrêmes. Fassbinder, il a tourné vite fait à Berlin pour Troisième Génération, où ça suivait un groupuscule de terroristes d'extrême gauche. Il a fait le fameux Berliner Alexanderplatz, mais il a fait en studio, et en fait c'est plus le roman de Döblin qui l'intéresse que la ville elle-même. Et le dernier, c'est Wenders qui a fait les fameuses ailes du désir, qui est vraiment le plus beau, un des plus beaux portraits que le cinéma ouest-allemand a pu offrir à Berlin. Et plutôt que de montrer un extrait, vu qu'il est projeté, moi je voulais donc encore un peu avancer dans le temps et montrer la suite, parce qu'il a fait une suite au film qui est assez méconnue, qui est un peu oubliée, qui est injustement oubliée. Qui a été fait en 93, après la chute du mur. C'est la suite. C'est la suite. Désir. Alors c'est avant. Je dirais pas l'histoire pour laisser la surprise, mais on reprend un peu on retrouve les protagonistes principaux et puis d'autres. Alors cet extrait, je trouve intéressant parce que ça montre que après la réunification, après la fin du mur, Berlin c'est une ville réunifiée, mais dont les habitants ils n'arrivent pas encore
ils n'en ont pas la pleine maîtrise. Ils cherchent encore là ce chauffeur de taxi. On lui demande une rue pour une course et la rue elle est à l'est et lui l'est il connaît pas du tout. Il y a un autre film de 2001 qui s'appelle Berlin is in Germany qui raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui est en prison pendant la chute du mur et quand il sort, quand il sort de prison, il veut devenir chauffeur de taxi, mais il connaît pas du tout l'Est, donc il passe des heures et des heures avec un plan pour comprendre, pour apprendre par cœur ces rues, parce que du jour au lendemain, les habitants d'à côté doivent découvrir l'autre moitié dont ils étaient privés pendant tant d'années. Et cette première partie là c'est Lou Reed qui compose une chanson, ça illustre bien, comme tu disais, cette fameuse bohème berlinoise qui a été particulièrement forte dans les années 90 et 2000, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que les loyers commencent à augmenter un peu plus, donc c'est un peu moins. Enfin, les artistes, les musiciens et les peintres peuvent un peu moins comme avant venir et vivre avec 3 francs 6 sous, mais cette bohème berlinoise. Particulièrement aux années 90, il y avait un sociologue qui disait que Berlin, ça a été c'est la seule ville qui a permis qu'il appelait où était permise une utopie réalisée. En fait, l'utopie a été réalisée grâce au fait qu'on pouvait se loger pour des loyers ridicules. Et ça a été compliqué après la chute du mur parce que Bonn était la capitale de l'Allemagne de l'Ouest, mais en fait, c'était pas évident pour les dirigeants de l'époque que Berlin redevienne capitale. Il a fallu qu'il y ait un vote. Alors pourquoi ? Parce que pour les dirigeants, pour les dirigeants de l'Allemagne de l'Ouest de l'époque, Berlin était trop associé au nazisme et au fait que toutes les décisions qui ont été prises par les nazis, notamment quant à la solution finale, quant au camp, tout ça, ont été prises de Berlin. Donc ils ont vraiment hésité à laisser Bonn, et finalement il y a eu un vote qui a été fait en 91, et Berlin a été choisi comme capitale, mais par la majorité était courte, quoi. C'était pas une unanimité. Donc Berlin a été recapitalisé, mais presque dans la douleur. Et d'ailleurs, Berlin c'est la seule ville au monde avec Détroit qui a moins d'habitants aujourd'hui qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a vraiment souffert. Pour terminer, je voulais vous montrer un dernier extrait d'un film récent qui s'appelle Berlin Syndrome, qui est un peu un film de terreur psychologique où on suit une jeune touriste australienne qui visite Berlin pour prendre des photos, qui a un projet d'architecture, et elle vient pour prendre des photos des anciens immeubles bâtiments de l'Est. Elle rencontre un jeune et beau berlinois. Et ils entament une idylle, sauf qu'en fait il va la retenir prisonnière dans son appartement indéfiniment. Et voici leur premier café ensemble. Voilà, donc, dans cette scène, le Berlinois il consulte les photos que la jeune fille a prises aujourd'hui de façades de bâtiments de la DDR, de l'Allemagne de l'Est, et puis il est assez perplexe. Il dit toutes ces, je comprends pas pourquoi tu photographies toutes ces merdes de la RDA. Elle répond oui, mais bon, les gens étaient courageux à cette époque, et puis lui il répond certains l'étaient, d'autres non, et puis il n'y avait pas besoin d'un mur, pour étouffer, quoi. Et cette scène, elle m'intéresse parce que je trouve que c'est un bon contrepoint à Goodbye Lenin, qui est aussi programmé. Goodbye Lenin qui montrait un peu la fameuse nostalgie, la nostalgie des gens de l'Est. Et ce film, ça montre que ça illustre vraiment à quel point c'est compliqué en fait de gérer ce passé, notamment cet héritage, qu'en faire. Et je voulais juste lire une phrase d'une sociologue qui parlait de ça, qui disait que Berlin, est soit... Donc elle écrit ça en 2001, ces mots qui sont très justes parce que aujourd'hui encore c'est le cas. Berlin, soit voué à l'oubli et à l'effacement, soit au recyclement fétichiste, à l'opaque, occultant le passé. Et alors, ce fameux fétichisme, il est plus que présent, il est présent plus en ce moment, notamment avec l'histoire du château de Berlin. Alors, il y a le Palais de la République
qui était un édifice emblématique de l'Allemagne de l'Est. C'était là où il y avait la chambre des parlementaires, donc c'était un lieu de pouvoir, mais c'était aussi un lieu de vie. Il y avait une salle de spectacle et de concert de plusieurs milliers de places, il y avait un bowling, il y avait un bureau de poste, il y avait un lieu au pouvoir de l'art, il y avait des restaurants et des bars. Donc c'était un lieu auquel les Berlinois de l'Est étaient très attachés. Et il a été fermé dans les années 2000 et détruit au prétexte d'amiante. Bon, l'amiante à bon dos, quoi. Mais à la place, le pouvoir a décidé de faire construire ça, qui est le château des Hohenzollern, qui était le château qui était là jusqu'en 1945, mais en fait qui a été bombardé par les Alliés, et il était tellement défoncé par les bombes qu'il a été dynamité en 1949 parce que il tenait plus debout. Et on parlait du fait que en début de soirée avec le premier extrait que Berlin est à palimpseste où on réécrit, on réécrit encore, on efface et on réécrit. Là, c'est le meilleur exemple possible où l'urbanisation, c'est du storytelling. Et le storytelling, l'histoire, elle est écrite par ceux qui ont gagné. Du coup, ceux qui ont gagné, c'est l'Allemagne de l'Ouest. Et on peut comprendre en fait l'amertume des Berlinois de l'Est qui étaient attachés à ce fameux palais de la République. Alors bon, on en pense qu'on en pense. Moi, je trouve qu'il avait un certain charme avec sa façade toute cuivrée. Et alors, j'ai rien contre ce château, mais la question c'est à qui ça parle, hein, ce château, à quel Berlinois ça peut parler un château qui a été détruit en 1945. Qu'est-ce qu'on veut dire en effaçant ce bâtiment emblématique de l'Est pour refaire ce château. Là, on est clairement dans le fétichisme, quoi. Et c'est aussi un exemple criant que peut-être pour la première fois en fait, Berlin bégaye, quoi. Elle répète quelque chose alors que jusqu'alors elle était vraiment dans le présent ou dans l'avenir, mais là elle revient en arrière et je trouve à titre personnel je trouve que ce retour en arrière est pas forcément très heureux. Oui, ou dans l'avenir, parce que là, on n'a pas abordé, il va falloir qu'on arrête, mais parce que Berlin, c'était aussi, tu as parlé tout à l'heure de Métropolis par rapport au tableau de Gross, mais bien sûr le Métropolis de Fritz Lang, mais de la même façon qu'il y a des films aussi aujourd'hui, on va pas montrer les extraits maintenant, mais parce qu'on en avait discuté, que c'est aussi peut-être présent dans ton livre, c'est bien ça, et aussi où le cinéma d'anticipation, de science-fiction se nourrit de Berlin justement pour y puiser un urbanisme, une architecture. Va piocher dans des bâtiments un peu improbables, un crématorium, un pont, un ancien bâtiment du temps de l'Allemagne nazie, mais pas du tout fascisant, pour composer un patchwork improbable et créer une cité-état du futur tout à fait crédible et tout à fait incarnée. Je te remercie de ce voyage. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions, parce que du coup, on n'a pas laissé trop la parole. Est-ce que pour vous, quel film symboliserait le mieux Berlin, ou est-ce que vous avez un film qui se passe à Berlin qui vous avait particulièrement marqué ou qui avait marqué votre première rencontre avec la ville? Métropolis, oui. On n'a pas parlé, pardon, du coup, je reviens. Mais le programme, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3 de Billy Wilder. Qui est Billy Wilder. Il y a eu la scandaleuse de Berlin. Parce qu'il avait filmé lui-même. Il était là quand la ville, juste en 1945, il faisait partie des troupes américaines qui ont débarqué à Berlin. Et donc, il a fait lui-même des prises de vue des ruines de Berlin.
Et ces prises de vue, il les a intégrées quelques années plus tard dans le film La Scandaleuse de Berlin, qui a été tourné en studio. Mais toutes les scènes de ruines, c'est lui-même qui les a. D'ailleurs, il avait fait partie d'une commission de dénazification. Et 1, 2, 3, en fait, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est une comédie, comme Billy Wilder pouvait faire. Sachant que La Scandaleuse de Berlin, c'est pareil, c'est un film qui revient donc sur le Berlin juste vraiment d'après-guerre. Ça parle du marché noir. C'est un film américain réalisé par un cinéaste qui connaît Berlin, qui sait de quoi il parle et qui retrouve et qui c'est un film qui parle vraiment des gens dans leur quotidien, hein, vraiment dans la galère, tout en étant un film de studio hollywoodien. Et 1, 2, 3, voilà, moi c'est un film, en fait 1, 2, 3 c'est un film que j'aime beaucoup, par exemple, parce que c'est un film qui est très 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 vif. Ça va, mais à fond la caisse, tout le temps next. Et c'est un film qui est tourné en 60, je pense, ouais, c'est ça doit être en 60, et qui va sortir en 61. Quand le film est tourné, le mur n'est pas encore monté. Quand le film sort, le mur est monté. Même pendant le tournage, à la fin du tournage, il y a des scènes près de la porte de Brandebourg qu'ils n'ont pas pu tourner parce que justement, ils étaient déjà en train de, le secteur était déjà bouclé, donc ils ont dû recréer. Voilà, si on regarde attentivement le film, il y a une scène où la porte de Brandebourg est un peu étrange, enfin fait un peu. Semble un peu factice, c'est parce que ils l'ont recréé en studio parce qu'ils pouvaient plus tourner au même titre que j'en ai pas parlé, mais dans La Ville écartelée, là, le film des ruines où il y a Montgomery Clift il y a une scène où ils sont sous la porte de Brandebourg et pendant le tournage les soviétiques diffusaient de la propagande soviétique dans le haut-parleur pour gâcher pour abreuver pour gêner le tournage, et finalement ils ont dû la post-synchroniser en studio. Merci beaucoup Camille. Merci à vous.